Je précise que je remplace au pied levé la présidente de la délégation aux droits des femmes, qui n'est autre que notre collègue Dominique Vérien, qui a été amené à faire un déplacement à l'étranger dans le cadre de ses fonctions. Donc, mes chers collègues, nous accueillons ce matin Monsieur Marc Guillaume, préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, dans le cadre de notre mission d'information sur les femmes dans la rue, dont 4 sénatrices de la délégation ont été nommées rapporteurs. Agnès Evren qui va nous rejoindre, Marie-Laure Finera-Hort, Olivia Richard et Laurence Rossignol. Il est accompagné de Monsieur Laurent Bresson, directeur régional et interdépartemental de l'hébergement et du logement, et de Madame Anaïque Morvan, directrice régionale aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes. Instance ô combien précieuse dans nos territoires respectifs. Je précise que cette audition fait l'objet d'une captation audiovisuelle en vue de sa retransmission en direct sur le site et les réseaux sociaux du Sénat. Le sujet dont nous traitons ce matin se trouve au croisement de plusieurs problématiques relevant des compétences de la délégation aux droits des femmes, féminisation de la précarité, manque de solutions d'hébergement, lutte contre les violences sexuelles et sexistes, accès aux soins ou encore insertion professionnelle et sociale. Au cours de cette mission qui aboutira à la publication d'un rapport à l'automne prochain, nous voulons mieux appréhender ce phénomène. D'abord, mieux connaître et repérer les femmes à la rue, savoir comment mieux les orienter vers les solutions d'hébergement et surtout de logement, lutter contre tous les types de violences subies par les femmes dans la rue, leur permettre un meilleur accès aux soins et une prise en charge dédiée de leur santé mentale et physique. Enfin, agir en faveur de leur insertion socio-professionnelle. Parmi les 330 000 personnes sans domicile en France aujourd'hui, on compte 40% de femmes seules ou bien souvent avec des enfants. Outre la question des femmes qui vivent dans la rue, celle de la prise en charge des enfants qui les accompagnent est également primordiale pour notre délégation. Ces personnes sont majoritairement hébergées en centre d'hébergement d'urgence ou en centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Ces solutions sont temporaires et incertaines. Chaque mois, chaque semaine, chaque soir parfois, il faut rechercher une nouvelle place d'hébergement. Parmi les personnes sans domicile, 30 000 personnes, dont environ 3 000 femmes, sont dites sans abri, c'est-à-dire qui passent la nuit dans la rue. Je ne dis pas dorment dans la rue à dessein, car les chercheuses et travailleuses sociales que nous avons rencontrées nous l'ont dit, ces femmes ne dorment pas. Elles se cachent et sont en alerte constante pour éviter d'être des proies et échapper aux violences dont sont victimes 100% des femmes après un an passé dans la rue. Nous pouvons imaginer les conséquences de cet état de veille permanent sur leur santé physique et mentale. Lors de la dernière nuit de la solidarité à Paris, du 25 au 26 janvier 2024, 3 492 personnes sans solution d'hébergement ont été recensées, parmi lesquelles 12% de femmes. Je précise que ce décompte n'est que parcellaire et ne peut donc être considéré comme entièrement fiable. Nous le savons, en Île-de-France notamment, la pénurie de places d'hébergement d'urgence a amené l'État à dresser 4 niveaux de priorité. Si les femmes victimes de violences ou enceintes de plus de 7 mois relèvent du niveau 1, les familles avec des enfants de moins de 3 ans ou souffrant d'une pathologie chronique ne révèlent que du niveau 3 de priorité. En outre, dans certains départements, consigne a été donnée de ne plus procéder à des mises à l'abri en cas d'expulsion locative. Or, tous les travailleurs sociaux nous le disent, passer une seule nuit à la rue est terrible, cela enclenche une spirale néfaste et crée une défiance vis-à-vis de l'État et des services sociaux. L'hébergement d'urgence doit être proposé à ce flux de nouvelles personnes qui se retrouvent sans domicile. Monsieur le préfet, nous souhaitons vous interroger sur la situation particulièrement alarmante dans la région Île-de-France des femmes qui vivent dans la rue, parfois avec un ou plusieurs enfants, sans domicile, voire même sans abri. Tout d'abord, puisqu'il faut les compter pour qu'elles comptent, avez-vous des statistiques estimatives du nombre respectif de femmes et d'enfants sans domicile et sans abri en Île-de-France? Pouvez-vous également nous fournir le nombre de places d'hébergement d'urgence disponibles aujourd'hui en Île-de-France et son évolution depuis 2020? On comprend bien qu'il y a eu la Covid et l'après-Covid.
Nous confirmez-vous que des publics cibles avec des critères de priorité associés ont été définis par la préfecture pour faire face à la fermeture de places d'hébergement d'urgence? Quelles sont les raisons de cette diminution de places d'hébergement disponibles et quels moyens sont mis en œuvre pour accompagner les personnes sans solution d'hébergement? Monsieur le préfet, je vous laisse donc la parole pour une présentation liminaire, puis je proposerai à mes collègues rapporteurs de vous poser des questions et les autres, bien entendu, également. Nous avons été rejoints par la rapporteure Agnès Evren, à qui je souhaite la bienvenue également. Je vous cède la parole, monsieur le préfet. Vous organisez la parole comme vous le souhaitez d'ailleurs. Merci beaucoup Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices, Monsieur le Sénateur, Mesdames et Messieurs. Je vais essayer dans ce propos introductif de reprendre les principaux thèmes que vous avez évoqués. Comme vous le soulignez, la situation de l'hébergement d'urgence en Île-de-France est marquée par une tension et le parc d'hébergement est effectivement très sollicité. On a en moyenne 1900 demandes non pourvues chaque jour au 115, dont à peu près 1000 sur Paris. Cette tension est réelle et pourtant nous hébergeons chaque soir près de 120 000 personnes en Île-de-France. C'est 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, nous en hébergions 57 000. C'est 40% de plus qu'en 2017. Cela représente un effort financier de la part de l'État de 1,6 milliard d'euros chaque année. Jamais l'État n'a financé autant de places d'hébergement en Île-de-France qu'au cours de ces 3 dernières années. Et il en finance encore davantage cette année, contrairement à l'idée qu'il y aurait une diminution du nombre de places. Par ailleurs, j'y reviendrai, un effort supplémentaire est fait en cette année de Jeux Olympiques grâce à des crédits additionnels pour prendre en charge des publics vivant à la rue, parfois depuis de longues années. J'en viens peut-être d'abord sur votre premier point qui est la question de l'évaluation du nombre de sans-abri et de femmes sans-abri. C'est un exercice difficile, comme vous l'avez dit, parce que nous n'avons pas de données totalement fiables. La dernière grande enquête de l'INSEE remonte à 2012, donc on peut la citer, mais on sait très bien qu'elle est sûrement dépassée. À l'époque, on estimait le nombre de sans-abri pour l'Île-de-France à 28 000 adultes, dont 4 000 étaient sans-abri à l'époque. À Paris, lors de la Nuit de la Solidarité en janvier dernier, comme vous l'avez rappelé, 3 492 personnes ont été recensées sans solution d'hébergement sur le territoire parisien, dont 2 621 rencontrées dans les rues de Paris, c'est-à-dire les autres, elles ont été rencontrées, j'y reviendrai, dans des parkings, des hôpitaux ou d'autres endroits. 12% de ces personnes étaient des femmes, soit 419 femmes. Hors Paris, notamment à l'occasion d'autres décomptes, 785 personnes sans abri ont été dénombrées dans les 32 communes du Grand Paris, dont 86 femmes. Donc, on a à peu près 400 femmes à Paris, comme vous l'avez dit, une centaine de femmes hors Paris. Ça donne des ordres de grandeur, même s'il faut avoir conscience avec vous que ce chiffre est probablement sous-estimé, avec notamment la volonté de certaines de se rendre invisibles par souci de dignité ou pour se protéger, a fortiori en soirée ou en début de nuit. Pour approcher la réalité le plus possible, on peut peut-être citer 2 autres chiffres, qui sont les chiffres des maraudes qui circulent toutes les nuits. Les maraudes associatives ont rencontré 147 femmes au cours de leur mission au mois de mars, et le SAMU social 179. Ces chiffres sont assez cohérents avec le précédent, puisque là, il s'agit des personnes qui sont physiquement à la rue. Il faut en effet rappeler, comme vous l'avez dit, que le terme de personnes à la rue recouvre des situations très diverses. Il inclut bien sûr les personnes vivant dans la rue, mais il inclut aussi des hébergements qui ne peuvent pas être définis comme des locaux d'habitation, comme un hall d'immeuble ou un parking. Donc 400 personnes, dont 150, 180 qui seraient physiquement à la rue. C'est très difficile aussi de donner un nombre de femmes prises en charge de manière totalement fiable dans le système d'hébergement, car le critère du genre n'est pas actuellement systématiquement pris en compte dans les enquêtes auprès du 115. Mais là aussi, on peut essayer de donner des estimations. Dans les plateformes d'accompagnement social à l'hôtel, on peut estimer que à peu près la moitié des adultes hébergés sont des femmes, et donc sur 47 000 places, à peu près 23 000 femmes. Et hors hôtel, on peut s'appuyer sur les données de l'adresse. Selon l'enquête qu'elle a faite en 2021, on avait 43% de personnes émergées, adultes et enfants, qui étaient de sexe féminin. Donc, au total, on peut faire l'estimation que à peu près la moitié, presque la moitié du public hébergé, donc on disait 120 000 personnes, donc sans doute 55 à 60 000,
sont des femmes. Et en tout cas, au regard de l'importance de rendre visibles les femmes en situation à la rue et celles hébergées, nous partageons avec la DIAL, que vous auditionnerez tout à l'heure, la volonté de poursuivre la fiabilisation de la donnée au sein du SI-SIAO sur le profil des personnes hébergées. Le deuxième point que vous abordiez, Madame la Présidente, c'était le parc d'hébergement. Face à la situation que je viens de dire, l'État a réalisé, continue à réaliser, réalisera un effort absolument sans précédent pour développer le parc d'hébergement. Et également, j'y reviendrai, pour faire évoluer l'offre d'hébergement pour prendre en compte les besoins spécifiques des femmes. Au 31 décembre 2023, nous avions 117 132 places ouvertes, à la fois dans l'hébergement généraliste, dans le DNA. Je pourrais vous donner les détails si vous le souhaitez, mais retenons à ce stade de nos échanges ce chiffre de 117 000. Vous avez rappelé qu'en 2023, il y a eu en début d'année des incertitudes financières qui ont pu peser sur le dispositif d'hébergement, avec une trajectoire qui aurait pu conduire à une contraction du parc, mais le gouvernement a décidé de desserrer cette contrainte dès 2023. Et ainsi, en moyenne annuelle, le parc d'hébergement généraliste en 2023 s'est élevé à 96 000 places. En janvier 2024, nos capacités, compte tenu de l'effet de trajectoire, étaient de 94 000, mais pour 2024, la cible capacitaire pour l'Île-de-France que nous a donné le gouvernement est de 96 500 places d'hébergement généraliste. Nous sommes donc sur une trajectoire en croissance par rapport à la situation au 31 décembre 2023 et les 94 000 places que nous avions. Et les services départementaux de l'État sont aujourd'hui très fortement mobilisés pour ouvrir de nouvelles places. Par ailleurs, comme je vous le disais tout à l'heure, l'année 2024 est une année olympique. Le gouvernement a donc décidé de dégager des moyens financiers supplémentaires pour faire face à deux types de situations. La première est celle des personnes à la rue, gravement désocialisées. 200 places pérennes supplémentaires sont en cours de création à Paris pour les grands marginaux, afin de prendre en charge ceux qui sont installés aux abords des sites olympiques. Il s'agit de places très qualitatives avec un renforcement social élevé, adapté à ce public. C'est une condition nécessaire pour qu'ils puissent accepter ces places. 35 places ont déjà été occupées depuis maintenant un mois, notamment dans deux immeubles du 17e, une grande résidence sociale que nous venons d'ouvrir, et dans un autre endroit. C'est évidemment très important de continuer cette offre supplémentaire, vient en complément, bien entendu, des places qui étaient d'ores et déjà ouvertes au titre du programme des grands marginaux. Et puis d'autre part, toujours au titre des Jeux Olympiques, le gouvernement a décidé de financer en Île-de-France l'équivalent de 500 places d'hébergement supplémentaires en année pleine, ce qui va porter notre cible capacitaire à 97 000, les grands marginaux dont je viens de parler étant hors plafond. Ainsi, l'effort historique est encore davantage renforcé. Il faut le souligner parce que parfois, on peut lire des informations qui ne rejoignent pas cette réalité. Pour autant, malgré cette augmentation sans précédent de l'offre d'hébergement, notre parc est saturé, quasi saturé, et ne permet pas toujours de répondre à la totalité du besoin. Cela tient aussi à la difficulté de la fluidité du dispositif, c'est-à-dire qui en sort, qui est insuffisante vers le logement, qui seul permet de maintenir notre capacité d'accueil en amont dans les places d'hébergement. Ça, c'est dû aux difficultés d'accès au logement qui sont bien connues. À Paris, on a une attribution pour 10 demandes dans le logement social, avec donc un délai d'attente très long. Puis ça tient aussi au profil des personnes hébergées qui, pour la majorité d'entre eux, ne réunissent pas les conditions de régularité du séjour. Et donc, par conséquent, ne peuvent pas accéder au logement. Cette situation avait d'ailleurs des conséquences considérables sur l'apparition de campements sur la plaque parisienne. Et là, il faut dire un mot de l'évolution qui a été la nôtre depuis maintenant plus de 3 ans, jusqu'au campement de la Chapelle qui avait réuni plus de 3000 personnes. Il pouvait y avoir des opérations de mise à l'abri, de campements très conséquents. Ce n'est plus le cas depuis 2021. Nous faisons des mises à l'abri en permanence tout au long de l'année. En 2021, nous avons fait 28 opérations de mise à l'abri, donc vous voyez presque une tous les 10 jours. Pour 7500 personnes. En 2022, nous avons fait 19 opérations de mise à l'abri. On a pris en charge 6700 personnes, dont 1399 personnes en famille. En 2023, les ministres de l'Intérieur et du Logement ont décidé, face à la saturation du dispositif, de proposer aux personnes qui le souhaiteraient, lors des mises à l'abri, des orientations vers la province pour les personnes à la rue, afin qu'elles y bénéficient de conditions d'hébergement de bonne qualité. En 2023, on a mené 35 opérations qui ont permis la prise en charge de 6400 personnes,
Parmi celles-ci, 3400 ont accepté d'être orientées vers la province, qui a permis de réduire considérablement la taille des campements observés en Île-de-France. Pour autant, comme vous l'avez dit, face à la tension, alors que la priorisation pour les prises en charge a toujours existé, c'est une responsabilité lourde pour les SIAO, notamment pour les écoutants, chaque fois qu'ils prennent un appel. Tout au long de l'année 2023, nous avons travaillé en partenariat avec les SIAO pour essayer d'élaborer un cadre unifié d'intervention pour faire en sorte qu'il y ait une équité de traitement dans les divers départements d'Île-de-France, pour harmoniser les pratiques. D'où la grille de priorisation que vous avez citée, qui fait que les femmes enceintes, les femmes avec des nourrissons, les femmes avec enfants en bas âge, les femmes victimes de violences, dont la situation paraît nécessiter une mise en sécurité immédiate, font partie des critères de priorité de prise en charge les plus élevés. Cette grille de priorisation, évidemment, elle doit nous aider face à la tension qui s'exerce sur l'offre. C'est une aide à la décision, uniquement une aide pour les écoutants, la décision lui revenant en tout état de cause in fine. Cette grille, elle vise aussi à garantir que les publics les plus vulnérables bénéficieront bien d'une prise en charge prioritaire, quel que soit le lieu de la demande. J'en viens à mon dernier point, compte tenu des sujets que vous avez abordés, qui est toute notre action pour développer une offre adaptée aux besoins spécifiques des femmes. En la matière, il faut voir que l'État s'est efforcé d'adapter son offre d'hébergement à ses besoins spécifiques, tout particulièrement lorsqu'elles sont enceintes, lorsqu'elles souffrent d'addiction ou lorsqu'elles sont victimes de violences. Et là, je voudrais citer 3 points. Le premier, nous avons mis en place ensemble en 2021 un nouveau dispositif d'hébergement dédié aux femmes enceintes et sortant de maternité qui n'existait pas. Et j'ai constaté l'inexistence quand je suis arrivé, et qui remonte maintenant à 3 ans. Nous avons désormais 1000 places qui sont consacrées. L'État a ouvert 1000 places en CHU qui sont dédiées aux femmes enceintes ou sortant de maternité et à leurs accompagnants. 80% des places actuellement sont occupées par les mères et les nourrissons, les autres étant pour leurs conjoints et leurs autres enfants. Les enquêtes hebdomadaires nous révèlent le besoin. En fin décembre 2023, le nombre oscillait entre 20 et 30 femmes hospitalisées en maternité au seul motif de leur absence de logement. Si on regarde les demandes d'hébergement qui sont également exprimées auprès des SIAO pour les femmes qui ne seraient pas à l'hôpital, on a à peu près 445 demandes qui avaient été exprimées au mois de décembre 2023. Donc nous allons poursuivre ce dispositif qui est très adapté à ce public spécifique, qui nous permet une sorte de surpriorisation de ces femmes. Et puis, les dispositifs qui doivent les accompagner, on a mis en place également des accompagnants dédiés grâce à des référents périnatalité qui sont positionnés au sein des SIAO. Deuxième action spécifique pour les femmes, nous dédions aujourd'hui 2800 places en Île-de-France aux femmes victimes de violences. Là aussi, dans les 3 dernières années, nous en avons créé près de 570. L'État a renforcé la mise en place de ces mesures de protection pour les femmes victimes de violences, notamment en matière d'hébergement, avec une augmentation des aides à destination des structures d'accueil spécialisées qui est très importante. Ça a été amorcé en 2017, ça a été considérablement renforcé dans le 2e plan pour le logement d'abord. Ce dispositif d'hébergement a donc connu une augmentation très importante du nombre de places, 165% d'augmentation en 10 ans. On est passé de 1000 places en 2013 à 2800 aujourd'hui, 570 places comme je le disais récemment. On a 873 places à Paris qui sont toutes dédiées à ce public au sein des CHU, auxquelles s'ajoutent 42 places en résidence sociale. Cette situation fait qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'appel de personnes dans cette situation qui ne soient pas traitées. Toutes les demandes de mise à l'abri qui sont reçues et instruites par la halte aide aux femmes battues, l'opérateur spécialisé avec lequel nous travaillons, qui représente un volume de 3 à 4 signalements par semaine. Tout ceci nous permet de traiter ces demandes de mise à l'abri au sein d'un hôtel géré par Delta. Nous avons aussi consacré des moyens à la prise en charge des auteurs de violences pour lutter contre la récidive. On a 2 centres de prise en charge des auteurs qui ont été créés en Île-de-France, dont celui de Paris qui est géré par le groupe SOS en charge également de la plateforme Éviction. 283 nuitées ont été proposées à des auteurs en Île-de-France sur 762 au niveau national. Troisième et dernier point spécifique aux actions que nous menons pour le public féminin, les accueils de jour, les places de halte de nuit pour les femmes. On peut peut-être illustrer cet effort par la situation parisienne.
À Paris, pour répondre à l'urgence de la rue, l'État a développé des haltes de nuit en lien avec la ville, les différents partenaires. On les a pérennisés depuis maintenant plus de 5 ans. À Paris, il existe 8 haltes de nuit. Nous en avons ouvert une nouvelle cette semaine du côté de la Bastille, dans laquelle je me suis rendu mardi soir. Donc on en a 7 qui sont dédiées exclusivement aux femmes et une qui est mixte. Donc la dernière halte fait 25 places. Nous avons donc 211 places, 2 haltes de nuit qui sont ainsi créées. Vous voyez bien, ces haltes de nuit ne sont pas des centres d'hébergement d'urgence. Elles ont vocation à compléter les dispositifs existants que j'ai cités pour faire en sorte que ce public isolé, désocialisé, en refus d'hébergement ou en situation de rue, potentiellement victime de violences, puisse trouver un toit pour la nuit. Ce sont des personnes qui sont rencontrées par les maraudes ou accueillies par les espaces solidarité insertion ou accueil de jour, puisque d'un autre côté, au-delà de ce dispositif spécifique pour la nuit, on a bien sûr une centaine d'accueils de jour sur Paris, avec un fort financement de l'État. Et 7 de ces accueils de jour sont dédiés uniquement aux femmes, dont 2 prennent en charge des femmes victimes de violences, la halte aide aux femmes battues et SPRM. Et puis le SI Famille Georgette qui accueille des femmes seules avec enfants. Voilà, Madame la Présidente, ce que je pouvais dire. Peut-être un demi-mot, juste parce que dans votre questionnaire, ça figurait, pour ne pas l'oublier, peut-être en conclusion sur la prostitution, même si c'est évidemment un peu différent, mais compte tenu de spécificité de cette situation. Vous savez qu'en Ile-de-France, nous travaillons énormément sur cette question. Notre commission de lutte contre la prostitution a été installée depuis longtemps. On a près de 500 parcours de sortie de la prostitution qui ont été réalisés. Notre commission est la plus active de France. Elle s'est réunie 78 fois depuis juillet 2017. On a 300 parcours de sortie de la prostitution qui ont été réalisés et 95 personnes, des personnes qui sont insérées dans les 24 mois. Voilà. Donc tout ça pour dire, comme je le commençais, que nous faisons face à une situation à la fois pas simple à chiffrer de manière extrêmement précise, mais dont l'ampleur est néanmoins connue et face à laquelle l'État engage de manière résolue depuis plusieurs années des crédits en augmentation constante et en augmentation encore en cette année 2024. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet, pour ce tour totalement exhaustif et pour les nombreuses réponses que vous avez pu apporter aux questions. Je rebondis sur votre dernière information par rapport à cette commission, puisque ça fait écho aux travaux de la délégation qu'on avait pu mener. Et lorsque je la présidais, et nous avions pu constater à travers les différents départements des sénateurs membres de la délégation qu'un certain nombre de commissions, n'étaient pas en place parfois, et 2, lorsqu'elles étaient en place, n'étaient pas très actives. Donc j'imagine que ce crédit de réussite est forcément à mettre aussi auprès de la déléguée qui vous accompagne aujourd'hui, qui n'était peut-être pas en poste sur toutes ces années en Ile-de-France, mais forcément c'est aussi un signe de prise en charge de ces problématiques. Je vous remercie vraiment pour ces informations qui vont parfois à l'encontre de ce qu'on peut entendre dans la communication, dans la presse ou sur les médias. Et c'était important, et notamment, je pense aux Jeux Olympiques, par exemple, lorsque vous précisez les places supplémentaires. D'ailleurs, une question m'était venue, ces places supplémentaires à l'occasion des JO sont des places pérennes, j'imagine. Je m'excuse vraiment, le dispositif que nous avons mis en place pour les grands marginaux est un dispositif évidemment pérenne et tout à fait exceptionnel. C'est-à-dire que ce dispositif qui va représenter sur l'année un peu moins d'une dizaine de millions d'euros, donc des crédits très importants pour ces places, nous permet de proposer à des personnes qui sont à la rue depuis de nombreuses années un logement de qualité, bien entendu une chambre, une kitchenette, individuelle, une salle de bain. Nous venons d'ouvrir dans le 17e une résidence sociale d'à peu près 250 places. On a mis de côté une vingtaine des chambres pour ces grands marginaux. Nous y sommes y allés il y a une quinzaine de jours pour les premières opérations
Les maraudes sont allés voir depuis des semaines les intéressés pour essayer de les convaincre que c'était une bonne idée de rejoindre ces places. Il y a une forme de réticence au début, parce que si c'est pour rejoindre un gymnase ou si c'est pour rejoindre un endroit où en fait ils ne se sentiraient pas en sécurité, souvent nous n'arrivons pas à les convaincre. Mais compte tenu de l'énorme travail qui est fait main dans la main avec les associations, avec Emmaüs, avec SOS, avec Aurore, qui nous aide énormément et qui sont avec nous pour le caractère qualitatif de ce dispositif. Oui, ce sont des places pérennes et nous allons continuer dans les semaines à venir. Nous allons ouvrir plus de 200 places de cette nature sur Paris. S'il le faut, nous en ouvrirons d'autres, notamment dans les départements de Petite et Grande Couronne. C'est vraiment dans l'héritage des Jeux. C'est un héritage social extrêmement important. Merci, Monsieur le Préfet. Juste, si les rapporteurs et les sénateurs présents me le permettent, vous avez donné le chiffre de 3400 personnes qui ont été orientées vers les départements. Pourrez-vous préciser le profil de ces personnes et comment a été fait le choix des départements? Est-ce que c'était un choix des personnes qui ont été orientées vers la province ou est-ce que c'était parce qu'il y avait des structures en capacité de répondre à leurs besoins? Et juste pour vous dire que il y a eu un autre point qui a fait écho à des travaux qui sont menés actuellement au Sénat. C'est lorsque vous avez parlé des femmes enceintes notamment et des femmes victimes de violences. Nous avons actuellement une mission qui travaille sur la santé périnatale. Nous avons eu l'occasion de nous rendre dans l'hôpital Necker. Robert Debré, c'est ça. Heureusement qu'il y a une administratrice qui suit. C'est que je voulais également aller chez Necker. Donc voilà, j'ai confondu. Donc n'étant pas parisienne, étant vendéenne, je suis toute excusée. Vous voyez, je m'excuse moi-même. Voilà, donc c'était les petites questions que je voulais vous poser. Et puis après, je vais céder la parole à mesdames les rapporteurs et aux sénateurs, sénatrices présents ce matin. Le dispositif qui est mis en place depuis 2023, là, avec la circulaire qui est publique des ministres de mars, c'est un dispositif totalement volontaire. Il est proposé aux personnes, lorsque nous faisons ces opérations de mise à l'abri, ce dispositif vers les SAS et vers la province. Concrètement, chaque semaine, en réalité, nous avons un tour par rapport aux régions de province qui vont accueillir les bus. Donc non, en fait c'est le hasard, si je puis dire, qui fait qu'une opération de mise à l'abri se situe telle semaine et qu'à ce moment-là ce sont telles destinations vers les préfectures de province qui sont proposées. Le profil, ce sont souvent plus des personnes isolées, notamment des hommes isolés qui sont intéressés par ce dispositif, un peu moins pour des personnes en famille pour lesquelles le plus souvent elles restent sur Paris. Mais encore une fois, donc le dispositif il tourne chaque semaine avec 3 destinations provinciales et il est proposé aux intéressés. Sur le dispositif des femmes enceintes, comme je le disais tout à l'heure, on a vraiment mis en place un dispositif radicalement nouveau, puisqu'il n'y avait pas de dispositif propre aux femmes enceintes ou sortant de maternité. Et donc on a créé tous ensemble ici ce dispositif en 2021. On a maintenant 1000 places. Peut-être qu'on peut trouver telle ou telle personne qui aurait attendu, mais enfin vraiment le dispositif est fait en sorte, est conçu pour que le flux qui est de 3-4 demandes par semaine soit traité immédiatement. Alors on voit bien, en décembre on avait 20 à 30 personnes qui étaient encore à l'hôpital en attente. Donc vous voyez, compte tenu du nombre de places et de ce chiffre, il faut... oui, il peut se trouver qu'on ait une petite attente et que ces personnes restent quelques jours ou quelques semaines de plus à l'hôpital. Mais enfin, par rapport à ce que vous avez bien voulu dire sur ce qu'on lit ou qu'on entend parfois et la réalité, c'est-à-dire un effort extrêmement conséquent. Là, par exemple, vraiment, depuis 3 ans, un effort énorme a été réalisé. Il faut le poursuivre. On a peut-être telle ou telle situation à régler encore plus vite, mais enfin, par rapport à il y a 3 ans, la différence est spectaculaire.
Merci beaucoup, Monsieur le Préfet, pour ces précisions et vraiment merci pour la clarté des propos et les réponses qui ont déjà été apportées. Donc, je vais céder la parole aux deux rapporteurs. Tout d'abord à Marie-Laure. Ah non, c'est Agnès. Comme vous voulez. Allez. C'est à Madame Agnès Evren. Merci, ma chère Annie. Qui est très concernée forcément par ce sujet à Île-de-France, à Paris. Absolument. Merci infiniment, Monsieur le Préfet, pour vos réponses extrêmement précises et en effet la clarté de votre présentation. Alors évidemment, aujourd'hui, le SAMU social est complètement saturé. Les besoins explosent. Vous disiez que le budget progresse. Moi, j'avais noté que le budget de l'hébergement d'urgence avait au contraire baissé puisqu'il était de 3,1 milliards et qu'il est aujourd'hui de 2,9 milliards. Premièrement, et c'est vrai que ça peut paraître paradoxal, puisque vous le disiez vous-même, les besoins ont explosé depuis plusieurs années. Je voudrais savoir, d'après vous, quelles sont les raisons? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive où finalement tout est plein comme un œuf et qu'on a des personnes, des femmes enceintes qui sont parfois à la rue, qui pour certaines accouchent à la rue? Et c'est vrai que ces critères de priorité, même si rationnellement on peut les comprendre, puisque justement on gère la pénurie, c'est vrai qu'émotionnellement, moi je trouve ça assez inhumain de devoir mettre en concurrence les publics en quelque sorte et de choisir entre une femme enceinte de 7 mois ou une femme enceinte de 6 mois ou entre un bébé de 3 mois ou un bébé de 4 mois. C'est vrai que ça choque la conscience dans un pays comme la France qui est connu pour ses valeurs fondamentales de solidarité. Voilà, donc est-ce que vous avez des chiffres? Parce que on nous a dit dans certaines auditions que même des femmes qui étaient fléchées pour être prioritaires dans l'accès à l'hébergement ne pouvaient pas accéder à ces places, tout simplement parce qu'encore une fois, tout est plein comme un œuf. Vous avez parlé de l'organisation territoriale et de la coordination donc, nationale. Est-ce qu'il n'y a pas un problème au niveau de l'organisation? Parce qu'on a l'impression malheureusement que les compétences sont tellement partagées que quand l'État doit agir, malheureusement, ça devient compliqué, puisque ne serait-ce qu'à Paris, par exemple, c'est la ville de Paris qui gère l'ASE. La mission fondamentale de l'État, c'est la mise à l'abri. Comment est-ce qu'on peut organiser les choses de façon plus efficace? Est-ce que vous auriez, de ce point de vue-là, des préconisations? Voilà pour l'instant mes premières questions. Peut-être que je vous laisse répondre et puis on passera aux questions de la rapporteure ensuite. Oui, je m'excuse, Madame la sénatrice, mais ce que j'ai cherché à dire, c'est au contraire que la prise en charge ne cessait d'augmenter, puisque nous avions 57 000 places il y a 10 ans, on en a 120 000 aujourd'hui. Donc on ne peut pas dire que l'État est inactif. L'État, non, mais je l'entends, je le lis. Ben oui, mais les besoins. Il y a peu de, mais je le lis parfois. Et donc je ne peux pas laisser dire ça. Et je dois dire au contraire qu'il y a peu de politiques publiques qui ont connu une telle affectation de crédit pour faire face aux besoins. Il y en a peu. Et encore cette année. Je m'excuse, Madame la sénatrice, j'ai essayé de vous montrer il y en avait. Moi, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais c'est des chiffres qui doivent être pris comme ils le sont. Oui, je vous ai dit tout à l'heure, il y a sans doute les maraudes. Moi, je leur fais confiance. Ils ont rencontré 147 femmes à la rue. Nous logeons 120 000 personnes tous les soirs pour 1,6 milliard d'euros. Donc, il ne faut pas que chacun des chiffres soit oublié. Le chiffre de 147 ne doit pas l'être. Mais le chiffre de 120 000 ne doit pas l'être non plus. Donc moi, je ne peux pas laisser dire, quand je le lis dans la presse, que l'État serait inactif ou ne ferait pas face à la situation. Ce n'est pas vrai. Et encore cette année, nous augmentons notre nombre de places. C'est donc que nous avons conscience que la situation est compliquée. Et nous avons mis en place depuis 3 ans un dispositif propre aux femmes enceintes. C'est donc que nous avons conscience qu'il y a une situation qu'ensuite, il faille en permanence s'adapter. C'est vrai. Mais la majeure, c'est l'État développe des politiques exceptionnellement en croissance pour arriver à faire face à une situation complexe. Et moi, je n'ai pas de problème de coordination au niveau national que vous avez évoqué. On travaille main dans la main avec la DIAL que vous auditionnerez tout à l'heure de manière remarquable. Ça c'est au point de vue général. Au point de vue du traitement du public féminin spécifique, la DRDFE travaille remarquablement avec le niveau national. Nous n'avons pas de problème avec nos collègues de département. Madame la Présidente évoquait tout à l'heure la commission de lutte contre la prostitution. Nous en avons une en place, bien entendu, dans chaque département en Île-de-France.
Nous travaillons tous les jours avec les départements de petite et de grande couronne pour faire face aux situations, parce que eux aussi peuvent avoir des mises à l'abri à réaliser, des besoins de place. Dans la coordination que nous opérons pour les Jeux Olympiques, que je disais tout à l'heure, évidemment, nous nous voyons chaque semaine pour faire le point des besoins qui vont être les nôtres. Donc, et par ailleurs, vous évoquiez les collectivités locales. L'action de l'État, elle est menée en bonne intelligence avec la ville et en bonne intelligence avec l'ensemble des collectivités locales, que ce soit pour l'implantation de nouveaux dispositifs d'hébergement d'urgence ou pour l'acceptabilité sociale. Je vous disais qu'avant-hier, j'étais à la nouvelle halte de nuit que nous avons ouvert à la Bastille. C'est un local d'une régie immobilière de la ville de Paris et c'est l'État qui finance à 100% le fonctionnement du centre. Donc nous travaillons main dans la main. Vous pouvez avoir des appréciations différentes de telle ou telle situation, mais la majeure, vraiment, c'est que l'État développe en la matière des politiques très volontaristes et particulièrement extrêmement volontaristes à l'égard des besoins spécifiques des femmes. Il nous reste sûrement en permanence à s'adapter à ce besoin, mais ce que je cherchais à vous faire partager, c'est l'ampleur des dispositifs que nous mettons en place et la volonté qui est la nôtre de les faire vivre, parce que nous partageons bien sûr avec vous l'idée que toute personne à la rue, c'est bien sûr une personne de trop, et que toute femme à la rue notamment, et toute femme enceinte à la rue, évidemment, est ultra prioritaire. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet. C'est vrai que je faisais écho tout à l'heure à la mission sur la santé périnatale et les dispositifs qu'on a vus mis en place dans cet établissement hospitalier étaient assez exceptionnels. Donc, j'imagine que peut-être lorsque vous nous parlez des chiffres de places d'hébergement, est-ce que vous pouvez faire un différentiel entre les places pour des familles, les places, est-ce que vous avez cette structuration qui pourrait parfois répondre à des difficultés pour finalement héberger une femme avec des enfants ou une famille? Est-ce que c'est un sujet de complication? Est-ce que vous avez des statistiques sur ce sujet? Et après, je passe la parole à notre collègue rapporteur. Par exemple, les 47 000 places d'hôtel que nous avons, à 90% sont occupées par des familles. Donc oui, on peut essayer de vous, dans le prolongement de cette réunion, de vous donner les différents chiffres. On essaye de s'adapter bien sûr à chacune des situations, et c'est particulièrement le cas pour les publics de femmes victimes de violences ou sortant de maternité. Pour vous donner, je m'excuse, c'est un exemple qui n'est pas à l'aune des difficultés que nous sommes en train d'évoquer, mais en période de grand froid ou en période de grande chaleur, nous ouvrons à la préfecture nos salles pour mettre des lits supplémentaires pour accueillir les personnes. Donc il faut vraiment se dire que l'ensemble de l'appareil d'État est mobilisé de manière exceptionnelle, permanente pour ces publics, et que effectivement lire un certain nombre de chiffres ou d'affirmations qui ne reflètent pas à la fois ce volume de places d'hébergement et ces moyens engagés nous paraît nuire à la bonne compréhension de la situation, parce que cette situation appelle des mesures complémentaires en permanence. Il y en a une que vous avez dite au début qui est évidente, à laquelle il faut qu'on travaille. C'est qu'en fait notre connaissance de la réalité est partiellement insuffisante, et donc si on veut arriver à traiter telle ou telle difficulté, il faut, mais peut-être aussi que avec la DIAL, on a tardé à se dire qu'avec le système, le SI des SIAO, il fallait avoir davantage d'informations genrées. C'est vrai, il faut qu'on le fasse, mais voilà, il faut qu'on s'adapte en permanence. Anaïk et Laurent le savent bien, parce qu'ils sont en permanence sur le terrain pour essayer de faire vivre ces politiques. Nous-mêmes, la situation n'est pas la même que celle d'il y a 6 mois, et dans 6 mois, elle sera encore différente, parce que les flux ne sont pas les mêmes, les personnes qui arrivent ne sont pas les mêmes. Voilà, je m'excuse, j'ai été trop long, madame la sénatrice. Merci beaucoup, monsieur le préfet, mais c'est moi qui vous ai relancé plusieurs fois aussi. Donc on va passer la parole à Marie-Laure Finera-Hort, qui est donc rapporteure sur ce dossier.
au sein de la délégation droits des femmes. Merci, Présidente. Alors, moi, je suis sénatrice de la Guyane. Bon, mais vous êtes préfet de l'Île-de-France, donc je resterai géographiquement en Île-de-France. Alors, il faut savoir que je suis bénévole à l'Ordre de Malte et je fais régulièrement des maraudes. La dernière a eu lieu lundi. Et justement, je suis très heureuse en tout cas que vous ayez pu communiquer des chiffres parce que je suis sur le terrain, donc je constate, et nous étions sur 5 arrondissements lundi soir, et sur une cinquantaine de personnes croisées, il y avait quand même une quinzaine de femmes et qui se regroupaient parce qu'elles avaient peur. Elles avaient peur, elles avaient besoin de sécurité. Et ce que je voulais en fait vous apporter, c'est vous dire que lorsqu'on échange avec elles, ce qu'elles nous font remonter, c'est qu'il y a des défaillances du 115. Nous, on a essayé d'appeler, il n'y avait pas de place. Il n'y a pas de place. Et vous avez des personnes quand même d'un certain âge qui sont dans la rue. Et vraiment, enfin moi j'ai le cœur sur la main, si je pouvais les récupérer pour les mettre chez moi, ce sont des femmes, elles ont peur. Et il y a une qui avait été agressée sexuellement et qui me disait, moi quand on me donne quelque chose, je revends pour espérer obtenir une somme suffisamment conséquente pour pour prendre une chambre à l'hôtel. Parce qu'elle a peur, elle a peur. Et là, franchement, lundi, quand je suis rentrée chez moi à 3h du matin, je ne vous cache pas que j'étais stressée. Non, c'est dur, ça fait mal au cœur. On n'a pas croisé d'enfants, par contre, mais que des femmes, parmi les 15, des femmes en détresse. Et nous, bon, ce qu'on peut faire, c'est leur apporter du soutien moral, échanger avec elles, leur donner à manger, à boire, des couvertures, des chaussettes, du déodorant, parce qu'elles demandent des choses. Et franchement, monsieur le préfet, ça fait mal. Je vais garder ma question pour le prochain intervenant, puisque ça concerne mon territoire. Mais vous êtes Île-de-France, donc je m'arrête à ça. C'est la raison pour laquelle je disais que c'était pas une question, c'était un constat que je faisais. En tout cas, c'est une réalité. Et moi, je pense qu'il faut que ce futur rapport aborde une réforme profonde du 115. Parce qu'il faut que vos services soient plus efficaces. Je sais que vos services font ce qu'il faut, mais ça ne suffit pas. Ça suffit pas. Et nous, on est embêtés en face. En tout cas, bon, les femmes, elles ne savent pas que je suis parlementaire, puisque je suis dans l'anonymat, je suis bénévole. J'en fais aussi en Guyane. Hein. Quand j'étais maire, j'effectuais également des maraudes en Guyane. Mais à Paris, j'ai appris à découvrir. Puis il y a quand même des différences, parce que chez nous, à part la pluie, il fait 30 degrés, alors qu'ici, il fait froid. Je vois les femmes qui n'ont pas de pull. Non, vraiment, il y a une misère ici, il y a une souffrance. Donc, je voulais juste vous interpeller sur ce point, puisque bon, vous avez émis des chiffres, vous avez expliqué la situation, que je comprends, mais je crois qu'il y a encore beaucoup plus à faire. Voilà. Merci, Présidente. Je vous laisse intervenir sur le 115 et après, je passerai la parole à mes deux collègues qui sont là ce matin. Vous avez raison de souligner le travail des maraudes parce que, comme je le disais tout à l'heure, elles sont d'une efficacité énorme. C'est elles qui, donc, les maraudes sociales, dont celle de l'Ordre de Malte, qui nous ont aidés, dont je citais le chiffre tout à l'heure. En mars, ces maraudes associatives ont dénombré 147 personnes à la rue à Paris. 147. C'est sans doute 147 de trop. Sûrement. 147. Évidemment, quand une maraude voit une femme à la rue, la maraude fait tout en sorte pour lui faire une demande et chercher une place disponible. Moi, chaque fois que je fais des maraudes comme vous, on téléphone si la personne accepte qu'on lui propose une place. Et il faut tout faire pour que cette nuit-là, au moins, on arrive à la sortir de la rue. Le plus souvent, c'est le cas. Parce que les demandes au SIAO moi j'ai commencé par vous dire, comme vous l'avez dit, par reconnaître qu'il y a de nombreuses demandes d'appel au SIAO dans la journée qui ne sont pas pourvues. Hein. Il faut tout à fait le reconnaître. Mais il faut mettre ça en rapport donc avec la suite de la chaîne du logement. Parce que si vous voulez, comme vous l'imaginiez, traiter encore davantage cette question d'hébergement, il faut traiter la question du logement, je ne sais pas si c'est en amont ou en aval, mais au-delà pour recréer cette fluidité. Et donc là, vous voyez bien que c'est l'ensemble de la chaîne qui
qui est concerné. En tout cas, je crois vraiment pouvoir dire que chaque fois qu'une maraude voit une femme avec un enfant à la rue, normalement, on doit arriver à faire en sorte que cette situation cesse dans l'instant et de pouvoir lui trouver une place, ne serait-ce que dans les places dont nous disposons, pour éviter que cette situation perdure. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet. Je vais passer la parole à notre collègue Marc Laménie et peut-être Gilbert Favreau, s'il souhaite intervenir. Non, ça ira. Voilà. Donc Marc Laménie, puis après on aura fait le tour des questions, Monsieur le Préfet. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Préfet, et ainsi que vos collègues. Et simplement, j'associerai mon collègue des Deux-Sèvres, Gilbert Favreau, et puis moi-même, en tant que sénateur des Ardennes, on n'est pas très loin de Paris, de la région parisienne. On n'a pas du tout les mêmes problématiques, même si dans nos départements et territoires, on a aussi beaucoup de problématiques à caractère humain, social. Et c'est vrai que vous avez très bien développé, bien sûr, le volet humain, intervention, urgence, et le nombre de places, je dirais, qui en augmentation très significative au fil des années, et beaucoup de demandes. Alors, même s'il y a le volet humain, tout repose, tout a un coût, et tout est malheureusement financier. Alors, c'était simplement pour l'articulation, et le mérite revient aussi à nos collègues rapporteurs, pour tout ce travail et cette mission aussi importante. Moi, un petit peu, c'est sur la répartition territoriale, parce que l'État reste le premier financeur des collectivités territoriales. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, il y a Paris intramuros, avec beaucoup de problématiques, puis aussi la région Île-de-France, des départements très importants, proche de Paris, mais aussi, si on prend que ce soit les Yvelines ou jusqu'à la Seine-et-Marne, donc qui touche après nos départements, je dirais, hors Île-de-France. Comment s'articule un petit peu la gouvernance, si on peut dire, parce que je prends mon département, les Ardennes, on a une déléguée aux droits des femmes, il y a le CIDFF, il y a les associations et les collectivités locales. Alors, il y a toutes des grandes villes, des CCAS, mais aussi une part de ruralité dans les départements plus éloignés. Comment s'articule un petit peu l'interaction entre l'ensemble des services de l'État que vous représentez et les collectivités territoriales, les compétences, les conseils départementaux, mais aussi les villes, les CCAS, les intercommunalités, voire la région. Donc voilà un petit peu, parce que après, et la répartition territoriale de ces places d'urgence, parce que sur la mission financière, c'est mes collègues de la Commission des finances qui sont rapporteurs de cette mission solidarité, insertion, égalité des chances. C'est quand même un montant financier très important. En tout, c'est pas loin de 20 milliards d'euros. Mais l'aspect financier est à coup sûr, les besoins vont en augmentation, et comment on peut s'articuler un petit peu tout, et la répartition territoriale en termes d'efficacité, puis le volet aussi associatif, partenaire, opérateur de l'État. Il y a beaucoup d'intervenants, il y a vraiment une grande diversité d'intervenants, et c'est aussi la difficulté et la complexité. Je vous remercie sincèrement. Merci beaucoup, chers collègues. Peut-être pour compléter et pour faire clôturer ce tour de questions, Monsieur le Préfet, est-ce que vous pourriez revenir sur les critères de priorité? Je pense que ça aidera beaucoup les rapporteurs dans leur travail. Est-ce que vous avez, je n'ai pas souvenir que vous nous ayez donné finalement par rapport à ces critères de priorité. Vous m'avez dit au départ que c'était une aide à la décision, donc ça voulait dire, je pense, moi je l'ai interprété en me disant que c'était pas forcément, il n'était pas forcément appliqué. Il y avait une marge d'application ou d'évaluation du besoin. Donc, est-ce que tous ces critères de priorité, vous pourrez les redonner et peut-être nous dire si chaque critère a une population quasiment identique, ou est-ce qu'il y a des populations plus importantes pour les uns et pour les autres? J'espère avoir été suffisamment clair dans cette dernière question, Monsieur le Préfet, mais comme vous êtes entouré du directeur et de la déléguée, je ne doute pas que vous réussirez aussi à répondre à ces questions. Merci.
Merci beaucoup. Alors, pour les deux questions que vous posiez, monsieur le sénateur, sur la répartition géographique, il y a à peu près 200 000 personnes hébergées en France, donc 120 000 en Île-de-France. On a 47% des demandes d'asile qui arrivent chez nous. Donc, quand vous évoquiez la façon dont ça se répartit, bien sûr, les 120 000, en tant que préfet de région, je vous parle à la fois de la ville de Paris, des 3 départements de Petite Couronne et des 4 départements de Grande Couronne. Mais c'est pour ça, hein, si je puis dire, en termes d'efforts, c'est pour ça que les ministres ont décidé en mars 2023, également pour que les intéressés bénéficient de conditions d'hébergement meilleures que celles qu'on peut encore obtenir en Île-de-France, mais à 120 000, ça devient compliqué. C'est pour ça que le dispositif a été mis en place, comme je le disais tout à l'heure, et que plus de 3 000 personnes bénéficient d'un hébergement en province depuis 2023. Mais ça reste un effort francilien tout à fait majoritaire. Par ailleurs, oui, vous avez raison de rappeler que il y a des compétences qui sont posées par la loi pour distinguer les compétences de l'État et les compétences des départements qui sont en charge de l'hébergement des femmes enceintes et des enfants avec de moins de 3 ans, selon qu'ils limitent ou pas l'accompagnement social à ces personnes en situation régulière, hors situation relevant de la protection de l'enfance. Nous n'avons pas de... Nous travaillons encore une fois sur le territoire parisien de manière étroite avec les services de la ville et avec les différentes associations. Je n'ai pas de suggestion particulière à vous faire en la matière. Nous avons besoin des uns et des autres. Madame la sénatrice disait tout à l'heure tout le travail qui est fait par l'Ordre de Malte, mais ça serait pour plein d'autres associations. La 8e halte de nuit pour les femmes, c'est Emmaüs qui la gère. Ils en gèrent 5 sur Paris. On a besoin d'eux. Hein. Les SI et SIAO, on a besoin d'eux. Voilà. Donc, c'est un travail collectif et finalement, comment dire, un objectif partagé quand même. Voilà. Sur la question de la priorisation, vous avez tout à fait raison, Madame la Présidente, c'est une indication qui est donnée parce que cette grille de priorisation, notre objectif, c'est que les situations les plus, je ne sais pas s'il faut dire graves, mais soient toujours prises en compte, c'est-à-dire vraiment les femmes enceintes, les femmes avec nourrissons, les femmes avec enfants en bas âge, les femmes victimes de violences. On a besoin qu'elles soient prioritaires. Et comme ça a été rappelé, on a une forme de tension. Si on veut dire qu'elles sont prioritaires, il faut bien qu'on dise que cette mise en sécurité immédiate pour elles, elle vient avant les autres, parce que sinon... Mais pour autant, vous avez tout à fait raison, c'est une aide à la décision. Il ne s'agit jamais d'exclure par principe telle ou telle personne parce qu'elle ne remplirait pas les critères de priorisation. Ça serait contraire au principe d'inconditionnalité de l'accueil. Et donc, la décision revient toujours, c'est pas facile, hein, à l'écoutant ou au travailleur social qui est en contact avec la personne d'hébergement. On vous refera passer, bien sûr, la grille avec les différentes catégories. Eh bien, écoutez, monsieur le préfet, monsieur le directeur, madame la déléguée, je vous remercie sincèrement pour cette audition. Je ne suis pas moi-même rapporteur et je ne suis pas en général à ce poste puisque c'est Dominique Vérien, je le redis, qui préside désormais cette délégation. Mais j'ai apprécié, et j'imagine les rapporteurs et les membres de la délégation, la clarté de votre propos. Également, la volonté que j'ai ressentie d'apporter des réponses aux situations et à l'explosion de cette précarité et du nombre de personnes à la rue. Ayant moi-même eu l'occasion, mais pas de manière aussi régulière que notre collègue de Guyane, participer à ces maraudes, j'avais été aussi surprise par le profil et finalement ces personnes ne sont parfois pas non plus ces personnes à la rue, ces femmes à la rue que j'avais pu rencontrer. Il y a une comment dire, elle ne se considère pas comme étant à la rue pour des années et elle refuse souvent de l'aide parce qu'elle se protège aussi. Donc c'est vrai que c'est difficile pour les associations, pour les services de l'État d'accompagner dans la durée ces personnes. Donc les budgets, on l'a entendu et vous avez donné des chiffres précis, sont à la hausse. Le nombre de places est à la hausse, sauf que face à cela, vous avez une explosion. Et comme je ne suis pas rapporteur, je ne sais pas si vous avez ces chiffres, mais peut-être que les rapporteurs travailleront le sujet, c'est puisque la moitié des personnes à la rue est hébergée par des places d'hébergement d'urgence sont hébergées en Île-de-France. J'aimerais bien savoir
quelle est la différence du coût d'une personne hébergée en Île-de-France avec le coût d'une personne hébergée dans les territoires, puisque j'imagine que le coût doit être extrêmement différent, puisque la densité n'est pas la même. On vous fera passer ces éléments complémentaires, Madame la Présidente, dans les éléments qui suivront à la suite de cette séance. Mais je vous remercie de ce que vous avez dit, parce que vraiment, indépendamment des chiffres, des budgets, vraiment la conviction que les services de l'État sont extrêmement mobilisés sur cette question est très importante pour nous. Avec Anaïk, nous allons, la veille de Noël, chaque année, dans des centres abritant des femmes victimes de violences, partager cette journée ou un déjeuner ou un moment avec elles, y compris pour leur apporter des éléments avant Noël pour que leur Noël soit plus joli. Et Anaïk et ses équipes, les différentes équipes logement, enfin vraiment les équipes de l'État, il n'y a pas que lui, bien sûr, mais sont sur cette politique publique très mobilisés. Bien, écoutez, merci Monsieur le Préfet. Engagement, une volonté vraiment que j'ai sentie chez vous, et puis loin des postures qu'on peut avoir ou des informations dans les médias. Donc merci Monsieur le Préfet, merci Monsieur le Directeur et merci Madame la Déléguée. Et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée.